Bonjour à tous. Donc dans le dernier exposé de la matinée, je vais vous parler d'exploitation minière par une technique un peu particulière. Je ne suis pas sûr que tout le monde en ait déjà entendu parler, donc je vais commencer par prendre un petit peu de temps pour montrer ce que c'est que cette technique. Alors quand on pense mine, Eddy a montré quelques images tout à l'heure. Quand on pense mine, ça c'est l'image qu'on a en tête. Des grandes mines à ciel ouvert, éventuellement des travaux miniers souterrains. Ça prend de l'espace, les gens n'aiment pas beaucoup voir ça, surtout quand c'est pas trop loin de chez eux. Et il y a une technique alternative, la lixiviation in situ. Et voilà un champ que j'ai été visiter au Kazakhstan il y a quelques années. Évidemment, l'impact paysager est pas tout à fait le même. Alors, ce n'est pas la seule justification pour ce type d'exploitation. On va d'abord faire ça parce que c'est évidemment économique dans certains cas particuliers. Alors, dans quel cas, si on a un gisement qui est très concentré, pas trop loin du sous-sol, de la surface, il vaut mieux faire ça. Et puis, on se débrouille avec les contraintes locales. Mais si les gisements sont profonds, peu concentrés, idéalement, il faut que ces gisements soient confinés parce qu'on va voir qu'on fait circuler des solutions. Il ne vaut mieux pas que ces solutions partent n'importe où. Et puis qu'ils sont dans des milieux perméables pour qu'on puisse justement faire passer ces solutions. C'est des solutions qui sont viables. Alors, à quoi ça ressemble la lixiviation in situ ? Vous avez ici un schéma un peu grossier. Il va falloir faire des puits. Alors, on fait un puits d'injection. On va faire passer par ce puits des solutions qui vont être capables de dissoudre l'élément qu'on a envie d'avoir. Alors, dans tout ce que je vais parler aujourd'hui, c'est de l'uranium. Et puis, des puits d'extraction. Donc, on va soutirer la solution qui va être enrichie dans l'élément qu'on veut, idéalement. Et puis après, il suffit de traiter les solutions pour récupérer le jus. Et puis on va recycler tout ça, alors éventuellement en rajoutant un petit peu de poudre de perlimpinpin pour réussir à faire notre dissolution. On verra ce que c'est que la poudre de perlimpinpin juste après. Alors l'avantage de cette technologie, c'est que, on a vu tout à l'heure, ce qui coûte cher, c'est de transporter les roches dans l'exploitation. Là, je n'ai pas besoin de transporter la roche. Un autre avantage, alors c'est surtout intéressant pour l'uranium, très peu de contact entre les travailleurs et la masse minière. Et puis un gros avantage pour les habitants sur place, c'est un avantage économique un peu moins évident, faible impact visuel en tout cas, paysager comme vous voulez. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'impact, et il faut quand même se méfier un petit peu. On est en train de dire qu'on injecte des solutions qui sont plus ou moins joyeuses dans l'aquifère, donc il va falloir vérifier que l'impact environnemental de cette exploitation est quand même soutenable. Le gros inconvénient de ce type d'exploitation, c'est qu'on n'a pas du tout accès au gisement, donc on ne le voit pas. Et pour un mineur, c'est une catastrophe. Les mineurs, ils aiment bien savoir où ils sont, ils aiment bien savoir comment ils travaillent. Donc il va falloir faire preuve d'un peu d'imagination pour, d'une part, déterminer le gisement lui-même et puis voir ce qui s'y passe. Et c'est l'objet de toutes ces études. Alors la technologie n'est pas spécialement nouvelle, ça a été mis en œuvre à partir des années 60, au début par l'URSS, ensuite par les États-Unis qui ont vite embrayé. Et depuis 2009, c'est devenu la première technique d'exploitation de l'uranium au monde. Ça représente 40% de l'exploitation. Alors, les études que je vais montrer, c'est le résultat de plus de 10 ans de collaboration avec Areva. On a commencé par travailler sur les impacts environnementaux de ce type de mine. C'est un milieu dans lequel on était un peu familier. On a continué en se disant que si on arrivait à voir quel était l'impact de la mine sur le long terme, on pouvait peut-être regarder avant la mine. Donc on a fait de la genèse des gisements. Et puis actuellement, on travaille beaucoup sur la simulation de l'exploitation elle-même. Donc, et l'objectif par derrière, c'est l'optimisation. Alors la collaboration va dans les deux sens. Évidemment, nous apportons notre expertise à Areva. Areva apporte aussi beaucoup au laboratoire, en particulier des cas d'études appliquées.
et puis faire remonter un certain nombre de problèmes sur lesquels on est très content d'apporter notre savoir-faire et de faire travailler notre matière grise. Alors, donc dans cet exposé, de quoi je vais vous parler? D'abord de qu'est-ce qu'il faut faire pour simuler cette exploitation, et puis ensuite on va regarder quelques résultats qu'on a réussi à obtenir, et puis je vais terminer très rapidement par les impacts environnementaux. Alors pour l'exploitation, la grosse difficulté de ce type d'exploitation, je vous ai dit, on n'a pas accès aux gisements, donc ça en soi c'est ennuyeux. C'est encore plus ennuyeux parce que ce sont des gisements qui sont extrêmement hétérogènes. Ça marche très bien, je vous ai dit, dans des gisements qui se situent dans des couches aquifères, donc à bonne perméabilité. Et la première cible qui est visée, ce sont des gisements qu'on appelle de type roll-front. Alors roll-front parce qu'ils sont censés avoir ici une forme de croissant. Donc ce sont des gisements secondaires qui viennent se mettre dans un aquifère. Alors ça c'est la vue idéalisée, et puis ça c'est ce qu'on a en pratique. Alors vous avez une vue dessus, une vue en coupe. Bon, les gisements sont un peu torturés, on va dire. Donc il va quand même falloir imaginer la forme de ces gisements, et ça ne va pas nous faciliter la vie pour l'exploitation elle-même. La deuxième complexité pour l'analyse de ces gisements, donc vous avez compris que tout reposait sur la circulation de fluide et un certain nombre de réactions. Et malheureusement, les réactions, certaines de ces réactions vont être en compétition avec la cible qui est visée, donc la dissolution de l'uranium. Et puis, pour compliquer encore les choses, les réactions ont des cinétiques qui ne sont pas forcément les mêmes. Et vous avez ici un espèce de schéma simplifié. Certaines réactions vont être rapides et vont consommer ou produire un compétiteur, un promoteur, sur des durées courtes, et puis d'autres avec des cinétiques plus lentes, mais peut-être plus concentrées, vont prendre le relais sur des temps plus longs. Donc il va falloir composer avec tout ça pour essayer de fabriquer des modèles qui soient utilisables. Et le but de tout ça, c'est à partir de notre idée de l'exploitation, essayer de construire donc, ces modèles-là pour être capable d'être prédictif. Ça, c'est la première chose qui va intéresser l'exploitant, de manière à ce qu'il puisse construire son plan minier. Et puis, d'autre part, idéalement, être capable d'optimiser aussi l'exploitation, parce que si on peut récupérer un tout petit peu plus d'uranium, ou que ça nous coûte un petit peu moins cher de le récupérer, ou qu'on aille un petit peu plus vite pour le récupérer, au final, on est content. Alors, l'approche qui a été développée par le laboratoire, c'est une approche qui est basée sur des simulations de transport réactif, donc qui vont coupler les mécanismes d'écoulement, de transport en solution et les réactions chimiques. Donc c'est une approche qui est vraiment basée sur les processus eux-mêmes, et c'est ça qui va asseoir la qualité des modèles, en ce sens que, puisque j'ai compris les phénomènes et que ce sont ces phénomènes que je représente, par derrière, je vais pouvoir, à partir d'une simulation que j'ai éventuellement calibrée à un endroit, je vais pouvoir l'appliquer à différents endroits sans avoir à recaler en permanence des paramètres. Les approches qui sont utilisées jusqu'à présent, c'est des approches qui sont extrêmement empiriques, et ça marche bien tant qu'on est dans un système qui a déjà été vu 1 an, 10 ans ou plus auparavant. Alors voici un schéma très, très simplifié d'un modèle de transport réactif. Qu'est-ce qu'on va faire? On va résoudre les équations de l'écoulement, les équations du transport, les équations de la chimie. Tout ça, c'est couplé parce que, évidemment, il faut que j'apporte de la solution pour que ma réaction se produise. Et puis, à partir du moment où j'ai des réactions qui se produisent, en rétroaction, la composition des choses que je transporte sont modifiées. Et puis ensuite, on fait tourner ça sur le temps qu'il faut pour le modèle qui est visé. Alors, concrètement, ça ressemble à ce genre de choses. Je vous passe le détail. Simplement, retenons quelque chose. On va s'appuyer sur des bases de données thermodynamiques, cinétiques assez étendues, qui vont en partie assurer la qualité ou pas de nos modèles. Alors, en pratique, comment je fabrique mon modèle? Je vais commencer par prendre une représentation du système. Donc, vous avez ici des blocs 3D du milieu. Alors en faciès, je veux savoir si je suis dans un milieu perméable ou pas. Est-ce que je suis dans l'aquifère ou dans les zones qui le confinent.
Une fois que je connais le faciès, j'ai aussi alors vous avez, si vous vous souvenez, je suis passé très rapidement tout à l'heure, dans l'aquifère, vous avez la zone minéralisée, puis il y a la zone amont, la zone aval, donc la zone oxydée et réduite. Ben, il va falloir aussi que je connaisse ceci. Et puis à l'intérieur de la zone minéralisée, j'ai aussi une distribution de l'uranium. Donc il y a un problème là-dessus déjà pour avoir une bonne représentation de tout ça. Et c'est là que, en particulier, la géostatistique vient mettre son grain de sel. Une fois que j'ai tout ça, ben je vais ajouter la géométrie de mon gisement. Alors un gisement, ça ressemble à quoi? Enfin, une exploitation, ça ressemble à quoi? Vous avez ici un réseau de puits d'injection et de production qui vont définir des cellules de production, et plusieurs cellules fabriquent un bloc, et puis l'ensemble des blocs vont fabriquer le champ. Alors typiquement, les simulations que je vais montrer, c'est à l'échelle du bloc, et c'est, retenez, une soixantaine de puits. On ajoute la perméabilité là-dessus, avec tout ça, je suis capable de calculer les écoulements. Alors il va falloir qu'on rajoute la chimie aussi. Alors 3 zones, la zone minéralisée, et puis comme les zones sont très imbriquées entre la zone amont, la zone minéralisée, la zone aval qui est réduite, ben je ne peux pas faire l'économie de représenter ces 3 types de zones. Alors vous avez évidemment donc, de la zone minéralisée l'uraninite, c'est ça qu'on a envie d'avoir. Et puis dans les autres, donc d'autres minéraux ici qui sont listés. Alors certains peuvent être avantageux. La goethite va apporter des oxydes de fer qui vont aider à l'oxydation de l'uranium, donc permettre sa mise en solution. Inversement, la calcite va tamponner le pH à des pH plus élevés que ce qu'on veut et limiter la solubilité du fer et donc de l'uranium. On injecte aussi les compositions des jus d'injection et avec tout ça, on est capable de fabriquer un modèle. Alors ici vous avez un résultat. Donc j'ai pris un bloc, c'est un bloc qui est exploité au Kazakhstan, donc il a tourné il y a quelques années maintenant, qui a été suffisamment instrumenté pour qu'on soit confiant dans la quantité de données et notre capacité à valider notre code. Donc ici, j'ai un processus d'history matching qui va me... Donc qu'est-ce que je fais? Je triture un petit peu mes paramètres pour avoir un bon recouvrement entre les données d'exploitation et ce que mon modèle a envie de sortir. Alors, encore une fois, mes modèles ils sont basés sur des processus, ce qui fait que j'ai extrêmement peu de paramètres. En pratique, l'essentiel des paramètres sont guidés par des données de terrain. Typiquement, la perméabilité a été mesurée. Les concentrations, la composition des fluides d'injection, c'est aussi donné par les opérations. Donc à la fin, les quelques paramètres, il y en a 3 ou 4 qui restent, ce sont essentiellement des problèmes de cinétique qui sont difficiles à calibrer au laboratoire, ou en tout cas de transposer du laboratoire au terrain. Alors qu'est-ce qu'on voit ici? J'ai des cartes d'accumulation. Alors c'est l'intégrale sur Z de différentes choses. Ici vous avez la concentration de l'uraninite, la goethite, la calcite à différents instants. Qui me permettent de comprendre tout un tas de choses sur le comportement du milieu. En particulier, vous avez la dissolution de la calcite assez rapide, évidemment. J'injecte de l'acide à pH 1,5 dans l'aquifère, donc je dissous ces minéraux. Par derrière, on a la dissolution de l'uraninite au cours du temps, et puis la goethite dans certains endroits où elle est un peu plus concentrée, qui vient apporter un petit peu de bonus en fer dans le milieu. Alors ça, c'est très intéressant pour moi pour comprendre ce qui se passe. Pour l'exploitant, ce n'est pas très utilisable. Ce qu'il va préférer, c'est l'intégration de tout ça au niveau des puits. Et voilà ce qu'on obtient. Alors, vous avez les données de production qui sont en bleu, et puis alors j'ai écrit modèle prédiction, résultat du modèle plutôt, parce que vous avez compris que c'était le résultat d'une calibration. Bon, on arrive à bien représenter ce qui se passe, y compris des choses un peu fines au moment où certains puits sont démarrés ou arrêtés. Ici, vous avez la production d'uranium, et puis je peux représenter ça, mais je peux aussi représenter, par exemple, la consommation d'acide. Donc ça, c'est le cash pour Areva, et puis ça, c'est les dépenses. Donc les deux sont très importants pour eux. Donc on est très content, on arrive à faire un beau modèle, et puis ça ne s'arrête pas là, parce que faire de l'history matching, on peut le faire avec un peu n'importe quoi, y compris Excel si on a suffisamment de paramètres.
Là où ça devient intéressant, c'est que ce modèle-là, il a été appliqué tel quel sur un autre gisement, enfin un autre endroit, et sans bouger aucun paramètre, simplement en adaptant la géométrie, donc un nouveau bloc modèle. On voit ici qu'on obtient un très bon, alors c'est plus un calage cette fois-ci, mais un très bon recouvrement entre la prédiction et les données. Donc ça, c'est quelque chose qui est maintenant utilisé à Areva, alors pas de manière courante parce que on est encore au niveau de la R&D, mais parfois on se pose quelques questions sur des blocs nouveaux, en particulier des blocs qui ont un comportement un peu différent de ceux qu'on a l'habitude d'avoir. Et typiquement, il y a un an maintenant, on a été sollicité par les opérations pour un bloc dont la mise en route a été extrêmement lente ici. Les opérations ne comprenaient pas pourquoi la mise en œuvre était... le démarrage de la production était si lent. Et ben les modèles ont donné directement, encore une fois, sans aucun calage, on a retrouvé cette tendance ici qui était due à une teneur en argile qui était beaucoup plus importante que ce qu'on a dans d'autres blocs déjà exploités. Voilà, donc on est très content avec ceci. Et puis, ben, on peut aussi utiliser nos modèles pour essayer d'optimiser la production. Donc on peut jouer sur la composition des solutions, sur le débit d'injection, sur la géométrie même du champ de puits. Pour faire ceci, je suis obligé d'aller un peu plus loin que ce qu'on a fait jusqu'à présent. Il va s'agir de comprendre quels sont les paramètres clés pour éviter de faire 36 simulations dans le vide en testant des scénarios plus ou moins farfelus. D'autant plus que ces calculs sont quand même relativement intensifs. Alors on a déjà parlé de temps de calcul jusqu'à présent. Les courbes que j'ai montrées ici, c'est typiquement un jour de calcul sur un cluster. Sachant qu'on a déjà fait des progrès gigantesques en simulation de transport réactif. Vous avez ici l'évolution des calculs qui sont faits au laboratoire depuis une quinzaine d'années. Quand j'ai soutenu ma thèse, j'étais très fier de montrer un modèle 50 sur 50. C'était le NEC plus ultra à cette époque-là. On est monté un petit peu en puissance avec des calculs de l'ordre de 5000 mailles qu'on arrive à utiliser assez couramment, y compris en simulation Monte-Carlo, ou un début de Monte-Carlo. Et puis aujourd'hui, on tape sur des simulations à 300 000 mailles, voire plus. Ce qui est on est aux limites de ce qui se fait aujourd'hui dans le monde sur le transport réactif. Alors voici un exemple d'utilisation du modèle pour l'optimisation. On se demandait si on pourrait récupérer un peu plus d'uranium ou un peu plus rapidement en se disant tiens, ici j'ai une zone qui est un peu plus riche en uranium, qu'est-ce qui se passe si je rajoute quelques puits? Et vous avez ici le résultat. Donc ça, la courbe verte, c'est le modèle de référence. C'était le champ de puits tel qu'il a été imaginé initialement. Puis on se dit, tiens, avec les quelques puits supplémentaires, 4 injecteurs, un producteur, vous voyez qu'on gagne pas mal en termes de récupération. Voilà. Alors, donc les travaux continuent là-dessus. On se pose toujours des questions à la fois sur l'optimisation, alors pendant les phases initiales d'exploitation et puis aussi sur le long terme. Une autre question qui est posée, c'est le post-exploitation. On a injecté beaucoup d'acide dans le milieu, on a récupéré l'essentiel de l'uranium, donc l'uranium n'est plus trop un problème normalement dans le milieu. Hein. Vous connaissez le mot des mineurs. Hein. Mon impact environnemental est faible puisque j'ai enlevé toutes les cochonneries qui étaient ici, que ce soit de l'uranium, du pétrole ou autre. Hein. Alors, plus sérieusement, ça se passe relativement bien dans ces milieux-là, et tout ça, ça vient de la configuration du gisement. Le gisement, c'est un gisement secondaire, donc l'uranium vient d'une source primaire, elle a été mobilisée, transportée dans le milieu, et est piégée au niveau de nos fameux roll-front. Au moment où je viens récupérer mon uranium, je déstabilise tout ça, évidemment, j'ai un choc de pH, un choc redox, je mets un certain nombre d'éléments en solution, et quand j'arrête ma production, ces éléments peuvent commencer à migrer dans l'aquifère.
et ils vont rencontrer les conditions qui ont prévalu pour la formation de ce roll front. Donc, on arrive dans des conditions qui sont favorables à l'immobilisation de ces éléments. Vous avez quelques réactions ici qui sont marquées. Donc l'excès de sulfate, on injecte de l'acide sulfurique, l'excès de sulfate va être piégé sous forme de gypse en récupérant un peu de calcium local, et puis le peu d'uranium qui reste va rencontrer un milieu qui est réducteur et aussi précipité. Je ne dis pas que tout va bien, simplement en regardant les différents éléments les uns après les autres ou pris globalement, on s'aperçoit que les capacités d'atténuation naturelle du milieu sont très fortes, et c'est un des points sur lesquels on va capitaliser pour essayer de limiter l'impact environnemental, ou plus exactement de voir quel est cet impact environnemental et est-ce que cette atténuation naturelle est suffisante pour justifier que l'opérateur puisse arrêter son exploitation sans faire de remédiation active du milieu. Ce sont des recherches qui sont encore en cours. On n'a pas encore toutes les réponses, et en particulier il y a certains éléments, le radium par exemple, sur lequel il faut qu'on se penche plus particulièrement. Voilà, je pense que j'arrive à la fin de mon exposé. J'espère que je suis à peu près dans les temps. Donc, aujourd'hui, où est-ce qu'on en est? On a une très bonne intégration. Enfin, nos modèles marchent bien, et ce qu'on essaie de faire, c'est d'avoir une meilleure intégration de ces modèles avec les opérations, de manière à ce qu'ils soient utilisables le plus facilement possible. Et puis, une autre voie vers laquelle on s'avance, c'est essayer d'intégrer la période d'exploitation et la période post-exploitation, de manière à faire une optimisation globale de l'ensemble du processus de récupération de l'uranium. Et j'en ai fini pour mon exposé. Voilà, merci. Alors, qu'est-ce que ça vous évoque? Oui. Donc Jacqueline Lecourtier. Le transport réactif nécessite évidemment d'avoir les paramètres chimiques d'interaction entre l'uranium et puis la roche, les roches. Comment vous faites au niveau méthodologie? C'est vous qui calez vos modèles? Vous avez pratiquement, vous faites comment? Alors, vous avez parlé de modèles, mais oui, pas d'expérimentation. Alors, le laboratoire s'occupe beaucoup de développement des outils de résolution numérique, beaucoup moins de bases de données. Alors, on a de la chance, il y a des gens qui travaillent dessus et qui mettent leurs bases de données plus ou moins en libre service au niveau international. Donc, il y a des équipes qui travaillent là-dessus, et donc on peut se baser sur un certain nombre de données vérifiées, prouvées, ce qui ne nous empêche pas par derrière de, chaque fois qu'on fait une étude, de se dire est-ce que ces données sont bonnes, est-ce que mes résultats sont cohérents. Donc c'est notre approche. J'utilise quelque chose, je vérifie que c'est correct pour le domaine qui m'intéresse. Alors ça marche très bien pour la thermodynamique. Ça marche un peu moins bien pour la cinétique. Il n'y a pas vraiment de base internationale de cinétique d'une part, et puis d'autre part, c'est assez spécifique. Quand je passe d'un milieu à un autre, je change un peu tout. Donc, soit c'est du calage, c'est un des paramètres de calage qui me reste là-dedans. Soit il y a de l'analogie, soit on va aller au laboratoire pour essayer d'améliorer notre connaissance. Voilà, c'est des choses qu'on fait régulièrement alors ici, mais pour les autres problèmes sur lesquels on s'appuie. Alors, on aura des exemples cet après-midi avec le stockage. Oui, pour moi, c'est la question un peu de savoir où c'est l'interface entre, je dirais, un fitting intelligent avec un nombre de processus qu'on connaît et une vraie paramétrisation du modèle à travers des informations minéralogiques ou autres. Si le seul output qu'on a pour tester si le modèle c'est correct, c'est à la fois la consommation d'acide et en même temps la concentration d'uranium en sortie.
c'est peut-être pas suffisant pour être sûr que le modèle qu'on a, qui c'est quand même multiparamétrique, et on dit d'accord, ce sont des choses connues, et, oui, mais même la solubilité d'uraninite n'est pas entièrement connue. Il y a 4 ordres de grandeur différence selon le degré de cristallinité. Il y a sur l'ensemble des choses, pas seulement la cinétique comme problème, il y a aussi la surface des minéraux. Est-ce qu'elle est grande, est-ce qu'ils sont petites? Alors ça immédiatement entrer sur la vitesse des réactions. Il y a les questions de mélange avec fluides déjà présents dans le système. Et tout ça, on n'a pas trop d'informations, j'imagine, et on va essayer d'adapter le modèle final à un résultat connu et où on est vraiment prédictif. Alors étonnamment, on a finalement beaucoup d'informations. Alors c'était pas vrai il y a 10 ans quand j'ai commencé à travailler là-dessus, parce que l'approche était très empirique, et ce qui intéressait le mineur, c'était est-ce qu'il y a de l'uranium ou pas. Donc grosso modo, c'était la sortie de l'exploration. Aujourd'hui, c'est beaucoup moins vrai. L'exploitant a pris conscience de l'importance de bien caractériser son milieu. Et en pratique, dans ce que j'ai montré, j'ai une caractérisation assez fine minéralogique du milieu. J'ai une très bonne caractérisation des eaux, à la fois des eaux initiales, des eaux qui circulent, des eaux que je prélève. L'information n'est pas uniquement sur l'uranium et sur le pH, parce que ce que j'ai montré ici, on a une analyse, grosso modo, on a la table de Mendeleïev complète en analyse entrée-sortie. Donc il y a énormément d'informations qui ont été utilisées pour fabriquer le modèle. Alors l'intelligence derrière la fabrication du modèle, c'est de dire quelles sont les données qui sont importantes, quelles sont celles que je dois absolument utiliser pour avoir une représentation fine. Aujourd'hui, dans les pistes qui sont suivies, c'est quand j'ai fabriqué mon modèle, j'ai hiérarchisé les phénomènes, j'ai pris uniquement les phénomènes les plus importants. J'en ai sciemment éliminé d'autres. Aujourd'hui, je me dis, est-ce que j'avais raison de faire ceci? En particulier, on se pose la question du colmatage des puits qui sont liés à des précipitations minérales. Est-ce que je ne devrais pas rajouter un certain nombre d'équations que j'avais éliminées en première approche pour représenter ce genre de choses? Bien. Bernard Guy, tu as dit que la récupération in situ marchait bien pour l'uranium, et pourquoi elle marche moins bien pour les autres métaux? Et où est-ce qu'on en est par rapport aux autres métaux? Alors on y réfléchit. Alors j'ai parlé de lixiviation in situ, il y a la lixiviation ex situ, la lixiviation en tas qui marche plus ou moins bien. Alors c'est fait pour l'uranium, c'est fait pas mal pour le cuivre, et puis on le fait un tout petit peu pour l'or, et ça doit être à peu près tout en ce qui concerne l'hydrométallurgie. Il y a des questions qui se posent aujourd'hui sur l'exploitation de ces ressources par lixiviation in situ. Alors pourquoi ça marche? Pourquoi on ne le fait pas aujourd'hui? Déjà peut-être parce que un certain nombre on n'a pas les gisements pour lesquels l'ISR serait économique. Si mon gisement est suffisamment concentré, je peux me permettre de creuser le trou pour aller chercher la ressource. Ça c'est la première réponse. Le deuxième élément de réponse, c'est qu'il nous faut des gisements qui soient assez particuliers, et en particulier qui aient une bonne perméabilité. Si je veux, alors, un exemple de gisement qui serait accessible pour l'ISR d'un point de vue économique, ce sont les porphyry copper, parce qu'ils sont relativement profonds et peu concentrés. Ils sont larges, donc on a toutes les bonnes caractéristiques, sauf qu'ils ne sont pas du tout perméables. Donc ça me pose un certain nombre de problèmes. On y réfléchit. Alors évidemment, ça veut dire que par derrière, il faut augmenter la perméabilité, et on retombe sur les problèmes de fracturation qu'on a évoqués juste avant. Je ne sais pas si on est encore mûr pour ce type d'exploitation. Voilà, le troisième point, c'est qu'il faut que mon élément soit soluble. Alors ça marche pour un certain nombre d'éléments. Il y a des éléments qui sont plus réfractaires que d'autres. Alors je vais prendre l'exemple de l'or. Si vous voulez récupérer de l'or est soluble, mais peut-être qu'il faut mettre du cyanure dans l'eau, et je suis pas certain. Alors on arrive à le faire à l'usine. Je ne suis pas certain qu'on arrivera à faire passer la pilule au niveau des autorités locales et de la population pour une cyanuration in situ.
Bien. D'autres questions, remarques? Oui, Frédéric Palais du Centre des géosciences à Fontainebleau. C'est une question de béotien. En fait, la question que je me pose, c'est en dissolvant certains minéraux, donc l'uranium et d'autres aussi, la calcite, etc., forcément on enlève de la matière et ça crée quelque part une porosité. Est-ce que tu as une idée, est-ce qu'on a une idée du volume de vide en gros qu'on crée avec cette opération? Oui, alors je n'ai pas parlé du tout ici. Très peu. Le gisement dont j'ai parlé ici, c'est essentiellement du sable avec un petit peu d'uranium et d'autres minéraux. Donc les minéraux accessoires, ça va représenter 5% du volume. Donc même si je dissous tout cela, ça ne change pas grand-chose à la fin au niveau porosité. On peut avoir le problème dans l'autre sens, c'est au niveau du colmatage. Si je précipite suffisamment de minéraux, et en particulier si je les précipite au mauvais endroit, je peux avoir un souci. C'est quelque chose qu'on regarde. Ok. Ah. Donc, Yves Le Stinf de Total. Non, je voulais juste savoir quelles étaient les autres équipes académiques de top niveau, au niveau mondial, qui travaillaient sur ces sujets-là. Alors, au niveau du transport réactif et ISR, alors il y a pas grand monde. Il y a beaucoup de gens qui travaillent sur le transport réactif et pas beaucoup qui se sont posé la question de la mine. Alors, il y a des Allemands qui travaillent dessus. Alors, c'est l'équipe qui travaille en support avec Eastgate, donc qui opère des mines d'uranium en Australie. Ils développent une approche qui n'est pas tout à fait la même. Ils ont une approche un peu plus intégrée, on va dire 0D ou 1D de l'exploitation. Et ensuite, les Australiens de Perth qui commencent, enfin au CSIRO, qui commencent tout juste. Donc ça fait ils ont une expérience du transport réactif et ils commencent tout juste à se mettre sur l'ISR. Et à ma connaissance, c'est les seuls.